Et maintenant, je vais passer la parole à Serge Planton, qui est responsable du groupe météorologique de grande échelle et climat, GMGEC, du Centre national de recherche météorologique de Météo France. Tiens donc, un collègue. Hein, Serge. Dites donc, avant de commencer comme ça, on parle de la température, d'augmentation de température. Quelle est la température globale de la Terre, idéale pour nous, pour qu'on continue à vivre dessus? C'est une question difficile, mais actuellement, elle est de 15 degrés. On sait que ça, c'est une température qui est relativement favorable, mais derrière ces 15 degrés, il y a aussi beaucoup de variabilité, comme vous le savez. Donc c'est 15 degrés. Ça veut dire qu'on peut aussi tolérer certainement quelques augmentations de quelques degrés, mais par contre, bon, la question des impacts sur les écosystèmes, l'agriculture, je crois que ce sera le sujet du débat dans la suite. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Est-ce qu'on pourra s'adapter surtout à des évolutions rapides? On prend 1 degré, mais c'est par rapport à quoi? Eh ben, c'est par rapport à 15 degrés. La température, 15 degrés, température moyenne, voilà. Et d'ailleurs, ça me conduit à faire une petite remarque. Si justement il n'y avait pas de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, mais les gaz à effet de serre qui existent de manière naturelle, on l'a vu hier dans les enregistrements des carottages glaciaires, on voyait qu'il y avait du gaz carbonique, du méthane, etc. Bien, si ces gaz n'étaient pas présents dans l'atmosphère de manière naturelle, la température serait plutôt de moins 18 degrés au maximum, parce qu'en réalité, elle se couvrirait de glace, comme on l'a appris également hier avec Gilles Ramstein. Donc probablement, elle serait même encore plus froide que ça, parce qu'elle serait beaucoup plus réfléchissante. Mais donc, l'effet de serre dont on parle, c'est l'effet de serre additionnel, le fait que l'homme rajoute à ces gaz à effet de serre naturels une contribution qui est néfaste pour l'évolution climatique. Alors donc, ce que je vais faire après la présentation de Jean-Louis Dufresne, donc c'est un peu me focaliser maintenant sur le changement climatique, sur le domaine européen et après plus particulièrement sur la France. Donc merci. Donc ce qu'on voit sur ces cartes-là, ce sont déjà des synthèses de résultats de plusieurs modèles. Donc comme Jean-Louis l'a souligné, on réalise des simulations avec plusieurs modèles, heureusement, parce qu'il y a beaucoup d'incertitudes tout de même sur certains aspects, comme il l'a mis en évidence sur certaines régions. Alors c'est le cas en particulier de l'Europe, bien sûr, il y a des incertitudes en Europe, mais une relative quand même convergence. C'est une des régions du monde quand même où, heureusement, on a le plus de convergence entre les résultats des simulations. Et ça, donc, c'est une moyenne qui est assez représentative, malgré tout, de la diversité des modèles qui ont pu être utilisés pour faire des projections. Alors, vous voyez, en hiver, l'augmentation de température qui serait simulée pour un scénario, c'était un des scénarios élevés des courbes de tout à l'heure, bien ce serait supérieur à 2 degrés, entre 2 et 3 degrés en hiver sur la France et sur la partie ouest de l'Europe, plus sur la partie Europe centrale. Et en été, on passe des seuils de l'ordre de 4 degrés, plus de 4 degrés sur la majeure partie de la France et sur l'ensemble sud de l'Europe. Donc en fait, en été, ce qu'on sait, c'est que le domaine méditerranéen, et donc là élargi bien sûr, donc devrait connaître un réchauffement plus accentué que les autres régions, que le nord de l'Europe en particulier. Et pour ce qui est de changement du régime des pluies, cette synthèse de résultats de modèles, elle nous indique qu'on devrait s'attendre, c'est toujours pour la fin du siècle, fin de ce siècle, du XXIe siècle, on devrait s'attendre à une augmentation des pluies, des précipitations, parce que ça peut être de la neige, sur l'ensemble pratiquement de l'Europe, sauf quand même l'Europe du Sud, le pourtour méditerranéen. Et en été, on devrait s'attendre à une accentuation des sécheresses très significatives. Et là encore, l'Europe du Sud est plus concernée, et c'est même vrai de l'ensemble du pourtour méditerranéen, plus concernée que les autres régions. Alors maintenant, je vais rapidement me focaliser sur quelques aspects. On va retrouver des choses que j'avais dites ce matin sur des évolutions qu'on constatait aujourd'hui, et on va voir si finalement les modèles dans le futur, avec les calculs qui sont faits, et dans ces modèles-là, on ne met pas de données autres que l'augmentation de la concentration des gaz à effet de serre suivant les scénarios qui avaient été proposés par le GIEC. Et donc on peut regarder si pour le futur, les modèles finalement font des scénarios d'évolution semblables à ce qu'on a déjà observé au cours du XXe siècle. Alors on ne parle pas de prévision, on préfère parler de scénarios, c'est des projections, parce qu'évidemment il y a beaucoup de facteurs d'incertitude dans ce qu'on peut dire sur ce qui va se passer au XXIe siècle. Mais on essaie quand même d'avoir des scénarios plausibles qui encadrent la réalité. Alors, pour ce qui est du nombre de jours de neige, on a vu qu'il diminuait ce matin déjà. Eh bien, vous avez à gauche la carte qui correspond justement au climat actuel, c'est le nombre de jours de neige
pendant une année typique moyenne. Et donc, au vert, c'est à peu près 60 jours, et puis on descend jusqu'à 2 jours sur l'extrême ouest du pays. Et eh bien, cette ligne de 2 jours, moins de 2 jours de neige par an, dans le climat de la fin du XXIe siècle, eh bien, elle occupe la majeure partie, enfin, c'est une zone qui occupe la majeure partie du pays. Donc on voit une diminution très importante du nombre de jours de neige, ce qui n'est pas forcément, dans tous les cas, une mauvaise nouvelle, bien sûr, hein, parce que ça veut dire que c'est aussi meilleur pour l'état des routes, mais ça a aussi des implications sur le tourisme, bien évidemment. Autre illustration, j'avais parlé des vagues de chaleur. Alors, ce n'est pas encore les vagues de chaleur que je vais montrer, mais la température moyenne de l'été. Donc ça, c'est le résultat de l'analyse des observations en France. Donc ce sont les mêmes données que je présentais ce matin, sauf que là, c'est limité à la saison estivale. Et on voit en particulier apparaître une année singulière, l'année 2003, parce qu'on a les données que jusqu'à l'année 2003 reproduites ici. Et on voit qu'elle était singulièrement plus chaude que la moyenne des années précédentes. C'était plus de 4 degrés par rapport à la moyenne. Et donc, évidemment, c'est l'année qui fait référence maintenant comme étant l'année de la canicule exceptionnelle du mois d'août de cette année-là. Eh bien, la projection qu'on peut faire avec les modèles climatiques sont inquiétantes pour cet indicateur-là, pour cette température moyenne estivale, puisque avec le scénario pessimiste, toujours qui était présenté sur les figures de Jean-Louis Dufresne tout à l'heure, eh bien, ça nous montre que l'été 2003, finalement, ce pourrait être l'été moyen après 2070. Et avec des étés qui sont au moins aussi chauds que l'été 2003, c'est-à-dire qu'il y en a à peu près à ce moment-là 1 sur 2 qui est plus chaud et 1 sur 2 qui est plus froid que l'été de 2003. Donc ça, c'est un scénario inquiétant qu'on retrouve après lorsqu'on trace aussi des cartes, résultats des simulations, pour le nombre de jours de vagues de chaleur, dont on a vu qu'il augmentait un petit peu en France déjà. Et bien donc à nouveau à gauche la carte du climat actuel, on est à peu près à 3 en moyenne sur l'ensemble du pays pour le climat actuel les 30 dernières années. Et dans le climat futur, en fait bon, c'est plutôt la période 1960-1990. Et à la fin du XXIe siècle, eh bien ce chiffre-là, on voit qu'il est multiplié à peu près par 10. C'est toujours le scénario pessimiste, mais ce facteur de 10, il peut être atténué suivant les scénarios, et il est en général compris entre 5 et 15 pour les scénarios les plus pessimistes. Donc une accentuation du nombre de jours de vagues de chaleur qui est extrêmement spectaculaire. Alors, autre illustration sur des événements extrêmes, les plus intenses, qui, elles, n'augmentent pas de façon très significative actuellement, mais voilà, c'est très diversifié suivant les régions. Et on retrouve finalement cette relative incertitude après pour le futur, mais la tendance est quand même à l'augmentation. Donc, puisqu'on passe actuellement, sur le seuil qui a été fixé, on passe typiquement de 8 jours à une dizaine de jours. Enfin, l'augmentation est de l'ordre de 20 à 30%, alors que les pluies moyennes, les précipitations moyennes augmenteraient plutôt de l'ordre de 10%. Alors ça, c'est une constante qu'on a vue avec les résultats des simulations qu'on ne pouvait pas anticiper, c'est que les événements extrêmes augmentent plus rapidement en fait que les moyennes. Et ça, on le retrouve pour les vagues de chaleur et on le retrouve pour les épisodes de pluie intense. Et dernière illustration, c'est la série des... Enfin, ce sont 2 illustrations de la durée des sécheresses, les plus longues d'un été. Actuellement, c'est en moyenne 20 jours. Enfin, vous pouvez voir évidemment que ça varie, et en particulier le sud-est, c'est les régions où les sécheresses sont les plus longues en France. Et on voit que là, on a une augmentation à peu près de la moitié de la durée. Donc, on passe typiquement de 20 à 30 jours pour la durée de la sécheresse la plus longue. Donc ça aussi, c'est une évolution qui est nette, comme pour les vagues de chaleur, moins bien sûr, et un petit peu plus nette quand même que pour les pluies intenses d'aujourd'hui précisées, qu'on les attend plutôt en saison hivernale. Donc on a un climat finalement plus contrasté avec des épisodes de pluie intenses qui s'accentuent en hiver, et au contraire des sécheresses qui deviennent plus fréquentes, surtout plus longues, pendant les saisons estivales.
Alors, une dernière, il n'y a pas que des mauvaises nouvelles. Ce sont deux cartes qui ont été réalisées avec les deux modèles français de Météo France et de l'IPSL. Et là, il s'agit en fait du changement de niveau de vent de vent très fort qu'on définit comme étant le vent qu'on observe en moyenne tous les 50 ans. Donc ça veut dire que ça correspond à des tempêtes extrêmement fortes. Bien, quand il y a du bleu ou du jaune ou du vert, ça veut dire que cette vitesse-là de vent les plus forts diminue. Et au contraire, quand on a du rouge, de l'orange, ça veut dire qu'elle augmente. Mais on voit quand même que sur cette carte de France, il y a plutôt plus de bleu et de vert, de jaune que de rouge et d'orange. Le rouge et l'orange, il est plutôt quand même dans la partie nord plutôt que dans la partie sud. Et il y a aussi, on le voit, une grande incertitude suivant les modèles, puisque là, les deux modèles donnent quand même des résultats qui sont assez différents. Donc, tout ce qu'on tirera comme information de ce type de carte, c'est qu'on ne s'attend pas à l'augmentation de la fréquence des vents forts dans le sud de la France, et il y a peut-être une tendance à l'augmentation des vents les plus forts dans la partie nord, mais qui est quand même très légère. On ne peut pas ne pas parler quand même un petit peu des cyclones, parce que j'ai parlé de la France, finalement ce matin j'aurais dû le dire, j'ai parlé surtout de la France métropolitaine, mais bon, on fait un peu aussi faire un petit tour du côté des dom-toms et là du côté des Antilles. Donc on a réalisé aussi des simulations pour voir comment pourrait être modifiée la fréquence des cyclones dans le futur, suivant un scénario là qui est plutôt un scénario médian, qui est un scénario relativement optimiste. Et donc vous avez en haut la référence, c'est-à-dire le climat actuel, et en bas le climat futur, la fin du XXIe siècle. Donc ce qui est frappant, enfin d'abord quand on compte les trajectoires, on ne voit pas beaucoup de différence, c'est-à-dire que le nombre de cyclones ne devrait pas varier de manière très significative. Par contre, on voit qu'ils se déplacent plus vers l'Atlantique central, et on en voit même qui vont jusqu'au large du Portugal. Tiens, on en a parlé ce matin. Et justement, on a fait ce type d'observation il y a quelques années. Donc pour autant, ça ne veut pas dire que l'observation qu'on a faite est le signe du changement climatique, mais seulement qu'elle est représentative de ce qui pourrait se produire plus fréquemment dans le futur. Parce qu'à l'inverse, le cyclone Katrina, évidemment de 2005, dans le golfe du Mexique, et qui a touché la Louisiane notamment, et bien ce cyclone-là, elle a une moindre probabilité de se produire à la fin du XXIe siècle, si on en croit cette simulation, parce qu'il y a plutôt moins de trajectoires dans le golfe du Mexique qu'il n'y en a à l'heure actuelle. Voilà, donc ça veut dire qu'il ne faut pas tirer des enseignements trop rapides à partir d'un seul événement. Alors, et pour terminer, je vais présenter deux séries de diapositives avec des séries de petites imagettes de cartes de France sur lesquelles on retrouve la fréquence du nombre de jours de forte chaleur, donc de jours de canicule tout simplement, mais classés par différents scénarios. Alors les A2, A1B, B1, ça veut dire ils sont classés là dans l'ordre décroissant des émissions de gaz à effet de serre. Donc ça correspond aux courbes qu'a présentées Jean-Louis Dufresne tout à l'heure. Et par ailleurs, les colonnes, ça correspond à des décennies. La première carte, c'est la décennie 2000-2010, simulée par le modèle. Ensuite, vous avez 2010-2020, etc., jusqu'à 2040-2050. Ce qui est frappant sur ces figures, c'est que, si on en croit ces simulations, eh bien, on pourrait très bien observer certaines décennies, plus de vagues de chaleur, par exemple 2020-2030, et puis 20 ans plus tard, moins de jours de vagues de chaleur, comme en 2040-2050, si on prend le scénario A1B, le scénario médian. Autre observation, c'est que finalement, les scénarios, ils ne se classent pas en nombre de jours. Là, on n'a pas plus de rouge en haut avec le scénario qui est plus pessimiste par rapport à ce qu'on a en bas. C'est même plutôt le contraire. Donc, les scénarios ne se distinguent pas entre eux par leurs émissions sur cet indicateur-là sur la période 2000-2050. Parce que maintenant, si on passe à la période 2050-2100, là, ce qu'on voit apparaître, c'est plus trop la variabilité d'une décennie à l'autre, mais c'est la variabilité entre les scénarios. On voit évidemment que le scénario d'émission le plus fort présente un nombre de jours de vagues de chaleur qui est nettement plus important que celui du scénario B1 qui correspond un petit peu, comme le disait Jean-Louis, à une stabilisation. Voilà, c'était ma dernière illustration. Je dirais juste là-dessus, donc évidemment,
Ça ne veut pas dire qu'il faut attendre 2050, que rien ne va se passer d'ici là, donc finalement tout va bien. Parce que ce sont les émissions d'aujourd'hui qui conditionnent ce qui va se passer après 2050.